Accrochez-vous, car l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre défie l'entendement. Imaginez une figure énigmatique, un fantôme dont le règne a duré plus d'un demi-siècle à la tête du plus vaste empire de la drogue de la planète. Une personne sur la tête de qui les États-Unis avaient placé une récompense de 15 millions de dollars, et pourtant, aucune de ces photographies n'existait dans les bases de données de la police avant l'an 2010. Il vivait paisiblement dans son état natal, fréquentait des restaurants et accordait même des entretiens aux journalistes. Une ombre qui a survécu à tous ses alliés, déjoué des dizaines d'opérations des services secrets et a resté insaisissable jusqu'à l'âge de 76 ans. Ceci n'est ni un personnage de roman policier, ni une fiction hollywoodienne, c'est l'histoire véridique d'Ismael Zambada Garcia, mieux connu sous le nom de El Mayo, le narcotrafiquant le plus prolifique de l'histoire, dont la stratégie d'invisibilité a transformé le cartel de Sinaloa en une corporation transnationale générant un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards de dollars. Tandis que Pablo Escobar orchestrait des exécutions démonstratives et construisait des eaux, qu'El Chapo Guzman creusait des tunnels depuis les prisons et faisait la une des magazines, El Mayo, lui, demeurait dans l'ombre, bâtissant méthodiquement un empire qui a redéfini la nature même du crime organisé. Voici le récit de la manière dont le fils d'un paysan pauvre d'un village oublié de Dieu est devenu l'architecte de la plus grande machine à drogue des temps modernes, restant un spectre pour les forces de l'ordre sur 2 continents. Dans l'État mexicain de Sinaloa, qui s'étend le long de la côte pacifique, il existe une région que les habitants appellent le Triangle d'Or, une zone montagneuse à la frontière des États de Sinaloa, Durango et Chihuahua. C'est là, dans le minuscule village d'El Alamo, situé dans la commune de Culiacán, que le 1er janvier 1948 est né Ismael Zambada Garcia. La famille Zambada était caractéristique de cette région. Le père Modesto Zambada Lopinho et la mère Inès Garcia pratiquaient une agriculture de subsistance, cultivant du maïs et des haricots sur les pentes abruptes des montagnes. Ismael avait 5 frères et sœurs, et tous ont connu dès leur plus jeune âge une misère profonde. Il n'y avait pas d'électricité à la maison avant le milieu des années 1960, pas d'eau courante du tout, et l'école la plus proche se trouvait à plusieurs heures de marche sur des sentiers de montagne. Selon les souvenirs des habitants du village, la famille Zambada vivait dans une telle indigence que les enfants allaient souvent pieds nus même en hiver lorsque la température dans les montagnes tombait à 0 degré. Le surnom El Mayo, Ismaël ne l'a pas reçu par hasard, et là se cache un détail intéressant que beaucoup négligent. Selon une version, il est lié au mois de sa naissance. Mayo en espagnol signifie mai, bien qu'il soit né en janvier. Une explication plus plausible est fournie par l'ancien agent de la DEA, Phil Jordan. Le surnom dérive du mot mayordomo, administrateur du domaine, une personne qui contrôle tout en restant dans l'ombre du maître. C'est exactement le rôle que Zambada allait jouer toute sa vie. Non pas un leader public, mais une éminence grise, le véritable architecte du pouvoir. Une troisième hypothèse lie le surnom à sa stature et sa corpulence. Ismaël était un garçon petit et mince, et Mayo pouvait être un diminutif de Mayorito, petit major, commandant miniature. Cependant, la chose principale qui a façonné le futur narcotrafiquant n'a pas été son surnom, mais son lieu de naissance. Le triangle d'or de Sinaloa ne portait pas son nom en vain. Dès le 19e siècle, on y cultivait le pavot à opium. Et dans les années 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis furent coupés de leurs approvisionnements asiatiques en opium, le gouvernement américain légalisa de fait la production d'opium au Mexique pour les besoins de l'industrie pharmaceutique. Le programme Opération Pipi encourageait officiellement les agriculteurs mexicains à cultiver le pavot. Lorsque la guerre prit fin, le besoin cessa, mais les paysans de Sinaloa avaient déjà compris qu'un hectare de champ de pavot rapportait 20 fois plus de revenus que le maïs. Vers la fin des années 1950, les montagnes de Sinaloa étaient parsemées de plantations de pavot à opium et de marijuana. C'est dans cette atmosphère qu'Ismaël Zambada grandit. Dans les années 1960, alors qu'Ismaël avait environ 15 ans, il quitta l'école après la 3e année de primaire. C'était le maximum que l'école du village d'El Alamo pouvait offrir. Son alphabétisation était minimale. Ses connaissances en mathématiques se limitaient à ce qui était nécessaire pour le commerce. Mais l'adolescent avait un esprit vif et un sens aigu de l'observation. Il travaillait au champ avec son père et c'est là qu'il vit pour la première fois comment fonctionnait un véritable business. Les agriculteurs locaux qui cultivaient le pavot recevaient de l'argent d'intermédiaires, des commissionistas, qui achetaient la résine d'opium et la transportaient vers les villes. Ces personnes voyageaient en jeep, portaient des bottes coûteuses et des revolvers à la ceinture. L'un de ces commissionistas était un parent de la famille Zambada du côté maternel, et c'est lui qui donna au jeune Ismaël de 15 ans son premier emploi, transporter des ballots de marijuana à travers les sentiers de montagne jusqu'au point de collecte.
Les premiers gains furent modestes, environ 100 pesos par voyage, ce qui équivalait à l'époque à environ 8 dollars américains. Mais pour un jeune paysan, c'était une somme considérable. Zambada se révéla rapidement un travailleur fiable, silencieux et efficace. Il ne posait jamais de questions inutiles, n'arrivait jamais en retard et ne tentait jamais de voler la marchandise. Ses qualités, fiabilité et discrétion allaient devenir sa marque de fabrique pour les décennies à venir. Vers la fin des années 1960, Ismaël n'était plus un simple porteur. Il devint chauffeur de camion, transportant de la marijuana des zones montagneuses de Sinaloa vers les villes frontalières de Tijuana et Ciudad Juárez. Les trajets étaient dangereux. Route de montagne où chaque virage pouvait être le dernier, poste de contrôle de police où il fallait soit fuir rapidement, soit payer des pots de vin, et des concurrents qui n'hésitaient pas à tuer pour intercepter une cargaison précieuse. Un moment clé dans la biographie d'El Mayo fut la rencontre avec l'homme appelé le Lion de la Sierra, Pedro Avilés Pérez. Avilés Pérez est né en 1938 dans la même commune de Badiraguato que Zambada, et au début des années 1970, il devint une figure légendaire du narcotrafic mexicain. Il fut le premier à utiliser de petits avions pour transporter des drogues à travers la frontière avec les États-Unis, gagnant le surnom de El León de la Sierra pour son audace et sa cruauté. Avilés contrôlait une part significative de la production et du transport d'héroïne et de marijuana à Sinaloa, et c'est dans son organisation que le jeune Ismaël Zambada reçut une véritable initiation au monde criminel. Avilés Pérez lui enseigna la règle d'or: dans ce business, ce ne sont pas les plus cruels qui survivent, mais les plus intelligents. Sous la direction du Lion de la Sierra, Zambada a appris la logistique du transport de stupéfiants, a traité avec des policiers et des militaires corrompus et compris comment fonctionnaient les passages frontaliers et où créer des pistes d'atterrissage secrètes dans des zones désertiques. En 1978, la vie de Pedro Avilés Pérez fut interrompue lors d'une fusillade avec la police fédérale à Culiacán. La version officielle affirmait que le Lion de la Sierra était mort en se défendant contre les agents, mais de nombreux criminels pensaient qu'il avait été trahi par l'un des siens. À ce moment-là, Ismaël Zambada, alors âgé de 30 ans, était déjà un contrebandier expérimenté avec son propre réseau de contacts. Il ne se battit pas pour l'héritage d'Avilés, ne déclara pas publiquement ses ambitions. Au lieu de cela, il continua tranquillement son travail, établissant des liens avec une nouvelle étoile montante du narcotrafic mexicain, Miguel Ángel Félix Gallardo, un ancien policier fédéral de Sinaloa, qui vers la fin des années 1970 contrôlait une part significative du commerce de cocaïne entre la Colombie et les États-Unis. C'est avec Félix Gallardo qu'El Mayo entra dans une nouvelle ère, l'ère de la création du premier véritable cartel de la drogue mexicain, qui marqua le début d'une histoire sanglante qui allait durer près d'un demi-siècle et causer des centaines de milliers de vies. Miguel Ángel Félix Gallardo était un type de criminel complètement différent de tous ceux qu'Ismaël Zambada avait rencontrés auparavant. Né en 1946 à Culiacán, Félix Gallardo avait servi dans la police judiciaire fédérale et même comme garde du corps du gouverneur de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, ce qui lui fournit de précieuses connexions dans les milieux politiques. Vers la fin des années 1970, il contrôlait la ville stratégiquement importante de Guadalajara, capitale de l'État de Jalisco, la transformant en un point de transit pour la cocaïne colombienne destinée aux États-Unis. Félix Gallardo possédait ce qui manquait à la plupart des trafiquants de drogue de l'époque, une vision stratégique et une claire appréhension que l'avenir était dans l'organisation et non dans la compétition chaotique de groupes désorganisés. En 1980, il réunit à Guadalajara une sorte de sommet criminel, invitant tous les plus grands contrebandiers de Sinaloa, Sonora et Chihuahua. Parmi les invités figuraient Ismaël Zambada Garcia, âgé de 32 ans, Joaquín Guzmán Loera, âgé de 23 ans, mieux connu sous le nom d'El Chapo, les frères Arellano Félix de Tijuana, Rafael Caro Quintero et Ernesto Fonseca Carrillo, surnommé Don Neto. Chacun d'eux contrôlait un certain territoire ou était spécialisé dans un type spécifique de drogue. Mais tous étaient en concurrence les uns avec les autres, ce qui entraînait des affrontements sanglants et des pertes de profit. Félix Gallardo proposa une conception révolutionnaire pour l'époque, créer une fédération où chaque participant recevrait des droits exclusifs sur un territoire donné, une plaza par laquelle transiterait le trafic de drogue. Au lieu de se combattre, il paierait un pourcentage dans une caisse commune qui servirait à corrompre la police, les militaires et les figures politiques au niveau fédéral. C'est ainsi que naquit le cartel de Guadalajara, la première véritable corporation criminelle organisée du Mexique. Ismaël Zambada obtint le contrôle des zones montagneuses de Sinaloa et Durango, où se trouvaient les principales plantations de pavot et de marijuana. Son rôle dans la nouvelle structure fut clairement défini, la logistique et la diplomatie. Tandis que Rafael Caro Quintero s'occupait de la production de marijuana dans les gigantesques plantations de Chihuahua et que le jeune et ambitieux El Chapo Guzmán était responsable des tunnels et des transports, El Mayo devint celui qui établissait les liens avec les fournisseurs colombiens de cocaïne et négociait des itinéraires
sécurisé. C'est alors que son talent unique se manifesta. Zambada n'élevait jamais la voix, ne menaçait jamais et ne cherchait jamais à afficher son ego. Il préférait de longues négociations autour d'une bouteille de tequila où il trouvait des compromis qui satisfaisaient tout le monde. Vers le milieu des années 1980, le cartel de Guadalajara contrôlait pratiquement tout le trafic de drogue entre l'Amérique latine et les États-Unis. Selon les estimations de la DEA, chaque année, environ 4 tonnes de cocaïne et plus de 5000 tonnes de marijuana étaient transportées à travers la frontière mexicaine, rapportant au cartel un revenu de 5 milliards de dollars par an. Félix Gallardo vivait dans une luxueuse villa dans un quartier prestigieux de Guadalajara où il organisait des fêtes pour des généraux, des gouverneurs et des hommes d'affaires. La corruption atteignit de telles proportions que le commandant de la police fédérale dans la région recevait personnellement des paiements mensuels de 300 000 dollars pour fermer les yeux sur les activités du cartel. El Mayo, à la différence de ses associés, fuyait la publicité. Il n'achetait pas de villa en ville, préférant d'humbles ranchs dans les montagnes de Sinaloa. Il n'organisait pas de fêtes bruyantes et n'apparaissait pas lors d'événements mondains. Son nom figurait rarement dans les rapports de police et les services secrets américains, jusqu'au milieu des années 1980, n'avaient absolument aucune connaissance de son existence. Cependant, l'âge d'or du cartel de Guadalajara s'interrompit brusquement et le catalyseur fut un événement dont les conséquences changèrent toute l'industrie de la drogue mexicaine. Le 7 février 1985, à Guadalajara, l'agent de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar fut enlevé. Camarena, âgé de 37 ans, travaillait sous couverture et avait réussi à recueillir des informations incriminantes sur les plantations du cartel, ce qui mena à une opération de grande envergure, Opération Parrain, en novembre 1984, lorsque l'armée mexicaine, avec le soutien d'hélicoptères, détruisit une gigantesque plantation de marijuana de plus d'1 millier d'hectares dans le désert de Chihuahua, appartenant à Rafael Caro Quintero. Le dommage s'éleva à environ 8 milliards de dollars et les leaders du cartel juraient vengeance. Camarena fut capturé près du consulat des États-Unis à Guadalajara en plein jour. Avec lui fut enlevé le pilote mexicain Alfredo Zavala Leiva qui avait aidé l'agent dans ses enquêtes. Tous deux furent emmenés dans l'une des villas secrètes du cartel où ils furent soumis à des heures de torture. Si Ismael Zambada était présent dans cette villa est une question sans réponse définitive. Selon les témoignages de certains témoins qui firent plus tard des déclarations aux autorités américaines, El Mayo se trouvait à Guadalajara ces jours-là, mais ne participa pas directement aux tortures. Cependant, en tant que membre de la direction du cartel, il ne pouvait ignorer ce qui se passait et ne pas donner son consentement. Les corps de Camarena et Zavala furent retrouvés le 5 mars 1985 dans un ranch de l'État de Michoacán. Les médecins légistes établirent que l'agent de la DEA était mort d'un traumatisme crânien après des heures de torture. Le meurtre d'un agent fédéral américain devint un point de non-retour. Les États-Unis lancèrent la plus vaste opération de leur histoire pour capturer les assassins, nom de code Opération Leyenda, Opération Légende. Des centaines d'agents de la DEA furent transférés au Mexique. Le gouvernement américain exerça une pression sans précédent sur les autorités mexicaines, menaçant de sanctions commerciales et de fermeture de la frontière. Les uns après les autres, les leaders du cartel de Guadalajara commencèrent à tomber. En avril 1985, Rafael Caro Quintero fut arrêté au Costa Rica, où il s'était enfui après le meurtre. La même année, Ernesto Fonseca Carrillo fut emprisonné. El Mayo démontra une fois de plus sa capacité à rester invisible. Tandis que ses alliés se retrouvaient sous les projecteurs des caméras et en menottes, Zambada disparut dans les montagnes de Sinaloa, où il était protégé non seulement par le terrain accidenté, mais aussi par la loyauté de la population locale, pour laquelle il était un bienfaiteur qui construisait des écoles et des hôpitaux. Le coup de grâce au cartel de Guadalajara fut porté le 8 avril 1989, lorsque Miguel Ángel Félix Gallardo lui-même fut arrêté dans sa luxueuse maison de Guadalajara. Ironie du sort, il fut trahi par une personne de son entourage qui avait reçu une récompense des autorités américaines. Avant son arrestation, Félix Gallardo, comprenant que son temps était compté, tint une dernière réunion avec les figures clés de l'organisation. Lors de cette réunion, qui eut lieu vraisemblablement fin 1988 ou début 1989, il divisa les territoires du Mexique entre les leaders restants. Les frères Arellano Félix obtinrent Tijuana et la Basse-Californie. Juárez revint à Amado Carrillo Fuente, qui serait plus tard connu sous le nom du Seigneur des cieux. Et Sinaloa, son état natal, fut divisé entre 3 figures, Ismael Zambada Garcia, Joaquín Guzmán Loera et Héctor Luis Palma Salazar. Ainsi, sur les ruines du cartel de Guadalajara naquit
le cartel de Sinaloa qui, sous la direction invisible d'El Mayo, allait se transformer en le plus puissant empire de la drogue de l'histoire de l'humanité. Le partage des territoires, mis en œuvre par Félix Gallardo avant son arrestation, aurait pu déclencher une guerre sanglante pour la redistribution des sphères d'influence. Mais Ismaël Zambada comprit qu'un conflit ne bénéficierait qu'à une seule partie, les forces de l'ordre américaines et mexicaines. Au début des années 1990, alors que ses alliés avaient à peine plus de 30 ans, El Mayo, alors âgé de 42 ans, jouissait déjà de la réputation de stratège avisé dont les décisions reposaient non pas sur les émotions, mais sur un calcul froid. C'est alors qu'il formula le principe qui allait devenir son credo de vie et lui permettre de vivre en liberté pendant près de 50 ans. Mieux vaut être riche et vivant que héros mort. Cette philosophie se différenciait radicalement des approches des narcotrafiquants colombiens comme Pablo Escobar, qui durant ces mêmes années déclara une guerre totale à l'État, ou des méthodes des concurrents mexicains qui préféraient résoudre les litiges à coups de rafales de mitrailleuses. Zambada choisit une voie différente. Au lieu de la confrontation par la négociation, au lieu de la publicité par une invisibilité absolue, au lieu de la terreur par la corruption systémique à tous les niveaux de pouvoir. La structure organisationnelle du cartel de Sinaloa, édifiée au début des années 1990, ressemblait davantage à une corporation transnationale qu'à un groupe criminel. Au sommet de la pyramide se trouvait un triumvirat: Ismael Zambada Garcia, Joaquín Guzmán Loera et Ignacio Coronel Villarreal, mieux connu sous le nom de Nacho Coronel. Formellement, tous trois jouissaient d'une égalité, mais en réalité, c'était El Mayo qui occupait la position de stratège principal et d'arbitre dans les questions controversées. Sous eux se trouvaient les chefs régionaux, les jefes de plaza, qui contrôlaient des territoires spécifiques et des passages frontaliers. Chaque plaza fonctionnait comme une unité autonome avec ses propres collecteurs, transporteurs, comptables et tueurs à gages, mais tous reversaient un pourcentage à la direction et se soumettaient à une stratégie unique. Cette structure cellulaire rendait le cartel pratiquement invulnérable. L'arrestation d'un chef régional n'affectait pas le travail des autres et un remplaçant arrivait immédiatement à sa place. Le réseau logistique, créé par El Mayo dans les années 1990, devint un modèle d'efficacité dans le narcotrafic. À la différence de ses prédécesseurs, qui s'appuyaient sur des mules et de petits avions, Zambada a investi des millions de dollars dans les infrastructures. Sous sa direction, des dizaines de tunnels furent creusés sous la frontière américano-mexicaine, équipés de ventilation, d'éclairage et de rails pour des wagonnets. Le tunnel le plus célèbre, découvert en 1993 à San Luis Rio Colorado, s'étendait sur 270 mètres et était doté d'ascenseurs hydrauliques. Selon les estimations de la DEA, plus de 17 tonnes de cocaïne d'une valeur d'environ 700 millions de dollars y furent transportées. Parallèlement, le cartel commença à utiliser des sous-marins semi-submersibles construits dans les jungles de Colombie et d'Équateur. Chaque navire de ce type pouvait contenir jusqu'à 8 tonnes de cocaïne et était pratiquement invisible au radar des gardes-côtes. Vers la fin des années 1990, la flotte du cartel de Sinaloa comptait au moins 15 sous-marins qui naviguaient entre la côte pacifique de l'Amérique du Sud et le Mexique. Mais le véritable chef-d'œuvre d'El Mayo fut le système de corruption qui imprégna l'État mexicain de bas en haut. À la différence de ses prédécesseurs qui corrompaient des policiers ou des militaires isolés, Zambada bâtit des couvertures entière au niveau fédéral. Selon le témoignage de Jesús Rey Zambada, frère d'El Mayo, qui devint plus tard un témoin clé aux États-Unis, le cartel dépensait chaque mois plus de 10 millions de dollars en pots de vin à des fonctionnaires. Sur la liste des bénéficiaires figuraient les gouverneurs des États de Sinaloa, Sonora et Basse-Californie, les commandants des districts militaires, les chefs de la police fédérale et même de hauts fonctionnaires du parquet général. L'une des figures centrales fut le général Jesús Gutiérrez Rebolo, nommé en 1996 chef de l'Institut national de lutte contre la drogue, qui en réalité recevait jusqu'à un demi-million de dollars chaque mois pour fournir au cartel des informations sur les raids et les arrestations imminentes. Lorsque, en 1997, Gutiérrez Rebolo fut démasqué et arrêté, cela provoqua un scandale de portée internationale. Mais El Mayo avait déjà à ce moment-là construit des canaux de communication dupliqués avec d'autres généraux corrompus. L'alliance avec les cartels colombiens devint un autre pilier du succès de Sinaloa dans les années 1990. Après la chute du cartel de Medellín en 1993 et l'affaiblissement du cartel de Cali au milieu de la décennie, les Mexicains cessèrent d'être de simples transporteurs et commencèrent à dicter les conditions. El Mayo mena personnellement les négociations avec les frères Rodríguez Orejuel de Cali et plus tard avec le cartel du Norval. Les conditions étaient trop dures. Pour chaque kilogramme de cocaïne transporté, les Mexicains ne recevaient pas d'argent, mais la moitié de la cargaison, qu'ils vendaient ensuite aux États-Unis par leurs propres canaux. Cela signifiait que si les Colombiens livraient une tonne de cocaïne
cocaïne, Sinaloa en prenait 500 kg pour elle. Considérant que vers la fin des années 1990, environ 300 tonnes de cocaïne transitaient chaque année par la frontière mexicaine, la part du cartel s'élevait à pas moins de 150 tonnes de produits purs d'une valeur d'environ 4 milliards de dollars sur le marché de gros des États-Unis. Cependant, derrière ce triomphe commercial s'étendait une traînée sanglante. Le 24 mai 1993, à l'aéroport de Guadalajara, un événement se produisit qui secoua tout le Mexique et devint un symbole poignant de l'étendue de la pénétration de la mafia de la drogue dans le tissu de la société. Ce jour-là, sur le parking de l'aéroport, une fusillade éclata entre des tueurs à gages du cartel de Sinaloa et des assassins embauchés par les frères Arellano Félix de Tijuana. La cible de l'attaque était El Chapo Guzmán, que les hommes d'Arellano avaient suivi pendant plusieurs jours. Mais dans la confusion de la bataille, lorsque plus de 40 coups de feu furent tirés d'armes automatiques, une balle atteignit une Grand Marquis blanche, à bord de laquelle se trouvait le cardinal Juan Jesús Posadas Ocampo, le plus haut dignitaire ecclésiastique de l'ouest du Mexique. Le cardinal de 76 ans mourut sur le coup de 14 blessures par balle. La version officielle affirma que le meurtre fut une erreur, les tueurs à gages avaient confondu la voiture du prélat avec celle de Guzmán. Cependant, de nombreux experts estiment que le cardinal Posadas fut assassiné intentionnellement. Il avait dénoncé publiquement et à plusieurs reprises la corruption au sein du gouvernement et les liens des politiciens avec les cartels de la drogue, ce qui en faisait un témoin dangereux. Le meurtre du cardinal Posadas ne fut pas seulement une honte nationale, mais aussi le catalyseur d'une guerre qui allait transformer pendant une décennie le nord-ouest du Mexique en un véritable abattoir. Les racines du conflit entre le cartel de Sinaloa et le cartel de Tijuana remontaient à 1989, lorsque Miguel Ángel Félix Gallardo divisa les territoires entre ses successeurs. Les frères Arellano Félix, Benjamin, Ramón, Francisco Javier et Eduardo obtinrent le contrôle de la plaza stratégiquement cruciale de Tijuana, par laquelle transitait environ 40% de tout le trafic de drogue vers la Californie. Cependant, les frères ambitieux n'avaient pas l'intention de se contenter uniquement du transit. Ils voulaient contrôler l'ensemble du couloir pacifique de la Basse-Californie à Sinaloa, ce qui conduisait inévitablement à un affrontement avec El Mayo et El Chapo. Le premier grand affrontement eut lieu en novembre 1992 dans la discothèque Christine, à Puerto Vallarta, où se trouvaient des membres des deux groupes. Ramón Arellano Félix, le plus jeune et le plus cruel des frères, mena personnellement l'attaque contre les hommes d'El Chapo Guzmán. 6 personnes moururent dans la fusillade, y compris le neveu de Guzmán. El Chapo évita la mort par miracle, se cachant dans les toilettes, mais l'humiliation fut si forte qu'il jura vengeance aux Arellano à tout prix. C'est cette vendetta personnelle qui conduisit aux événements de l'aéroport de Guadalajara 6 mois plus tard, lorsque le cardinal mourut. Après le meurtre du prélat, le gouvernement mexicain, sous la pression de l'Église et de l'opinion publique, fut contraint d'agir. El Chapo Guzmán fut arrêté le 9 juin 1993 au Guatemala et extradé vers le Mexique, où il fut condamné à 20 ans de prison pour le meurtre du cardinal, bien que sa culpabilité n'ait jamais été définitivement prouvée. L'arrestation de Guzmán aurait pu affaiblir les positions de Sinaloa, mais Ismael Zambada démontra sa capacité à transformer les crises en opportunités. Tandis qu'El Chapo se trouvait dans la prison de Puente Grande, d'où il continuait à diriger les opérations via des gardiens corrompus, El Mayo prit le contrôle total des opérations militaires contre Tijuana. Sa stratégie se différenciait des actions impulsives de Guzmán. Au lieu d'attaques frontales, Zambada misait sur la destruction méthodique des infrastructures ennemies et l'achat de figures clés dans le camp adverse. Entre 1995, la guerre atteignit une telle intensité que dans les villes frontalières de Tijuana, Ensenada et Rosarito, des cadavres portant des signes de torture étaient découverts quotidiennement. Selon les données du parquet général mexicain, rien qu'entre 1995 et 1997, plus de 400 homicides liés à l'affrontement entre les cartels furent enregistrés dans l'État de Basse-Californie. Et ce n'est là que la statistique officielle. Le point de bascule arriva le 10 février 2002 dans la ville touristique de Mazatlan, dans l'État de Sinaloa. Ramón Arellano Félix, recherché au niveau fédéral avec une récompense de 2 millions de dollars sur sa tête, apparut en ville pour rencontrer des trafiquants locaux. Selon une version, sa position fut révélée par des policiers corrompus qui travaillaient pour El Mayo. Selon une autre, Zambada organisa personnellement l'embuscade, utilisant des contacts au sein de la police d'État. Lorsque la voiture de Ramón fut arrêtée par une patrouille de police dans la rue Carnaval, le narcotrafiquant de 37 ans ouvrit le feu avec une arme automatique, tuant l'officier Antonio Aragon Pérez. Dans la fusillade qui s'ensuivit, Ramón reçut une blessure mortelle à la tête et mourut après quelques minutes. Sa mort fut un coup très dur pour le cartel de Tijuana. Ramón n'était pas seulement le chef de l'aile militaire, il était l'âme de l'organisation, celui qui inspirait la terreur et maintenait les tueurs à gages au pas.
2 semaines après la mort de Ramón, le 9 mars 2002, son frère aîné Benjamin Arellano Félix, considéré comme le principal stratège du cartel, fut arrêté. Il fut trahi par l'un de ses plus proches collaborateurs, qui reçut 5 millions de dollars des autorités américaines et une nouvelle identité grâce au programme de protection des témoins. Le double coup, la mort de Ramón et l'arrestation de Benjamin, décapita de facto le cartel de Tijuana. Les frères restants ne possédaient ni le charisme ni la pensée stratégique de leurs prédécesseurs. En 2003, le cartel de Sinaloa avait établi son contrôle sur la plupart des passages frontaliers de la Basse-Californie. Et El Mayo avait consolidé sa réputation d'homme qui gagne non par la force brute, mais par la patience, le calcul et l'habileté à utiliser l'appareil d'État comme une arme contre ses concurrents. La victoire sur le cartel de Tijuana fit de Sinaloa la force dominante sur la côte pacifique, mais le véritable pouvoir d'El Mayo se manifesta non pas sur le champ de bataille, mais dans les arcanes du pouvoir. Le 1er décembre 2000, Vicente Fox Quesada du Parti d'Action Nationale devint président du Mexique, mettant fin à une hégémonie de 70 ans du Parti révolutionnaire institutionnel. Le changement de gouvernement aurait pu représenter une menace pour les schémas de corruption consolidés, mais Ismael Zambada avait depuis longtemps compris la règle d'or de la survie dans le narcotrafic. Les politiciens changent, mais le besoin d'argent reste inchangé. Selon le témoignage de Sergio Villarreal Barragan, ancien membre de haut rang du cartel Beltrán Leiva, arrêté en 2010, rien que la première année de la présidence Fox, le cartel de Sinaloa dépensa environ 50 millions de dollars pour établir de nouveaux contacts au sein du gouvernement fédéral. Une figure centrale dans ce schéma fut Genaro Garcia Luna, nommé en 2000 un chef de l'agence fédérale d'investigation, l'équivalent mexicain du FBI. Garcia Luna, issu d'une famille modeste, qui avait fait une carrière fulgurante dans les forces de l'ordre, semblait l'incarnation d'un Mexique nouveau et honnête. Il avait étudié aux États-Unis, obtenu une maîtrise en criminologie et prononcé des discours enflammés sur la lutte contre le crime organisé. Mais derrière la façade de combattant contre la narcomafia se cachait l'un des fonctionnaires les plus corrompus de l'histoire du pays. En 2019, après son arrestation aux États-Unis, le parquet fédéral allait présenter des preuves qu'entre 2001 et 2012, Garcia Luna avait reçu du cartel de Sinaloa pas moins de 100 millions de dollars. En échange, il fournissait des informations sur les opérations imminentes contre le cartel, organisait des arrestations de concurrents et permettait même l'utilisation de policiers fédéraux pour l'escorte de cargaisons de drogue. Les agents de la DEA allaient être plus tard appeler ce système le cartel d'État, tant Sinaloa avait profondément pénétré les structures de pouvoir. Cependant, le véritable siècle d'or du cartel commença avec l'arrivée au pouvoir de Felipe Calderón en décembre 2006. Le nouveau président, cherchant à légitimer son élection contestée, déclara une guerre totale au cartel de la drogue, envoyant 50 000 militaires dans les régions problématiques. Pour la plupart des groupes de trafiquants, ce fut un désastre, mais El Mayo, doté d'un sens stratégique impeccable, vit dans l'opération militaire de Calderón une opportunité unique. Par l'intermédiaire de généraux et de politiciens sous son contrôle, le cartel de Sinaloa commença à diriger les opérations militaires contre ses concurrents, le cartel du Golfe, le cartel de Juárez et Los Zetas. En substance, l'armée mexicaine se transforma en l'aile militaire de Sinaloa, nettoyant les territoires des groupes hostiles sous le prétexte de la lutte contre le narcotrafic. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Entre 2006 et 2010, plus de 80 chefs de cartels hostiles furent arrêtés ou éliminés, tandis que la haute direction de Sinaloa resta pratiquement intacte. Mais même les alliances les plus solides ont tendance à s'effriter lorsqu'il s'agit d'argent et de pouvoir. En 2008, une scission se produisit qui aurait pu coûter à El Mayo non seulement son empire, mais aussi sa vie. Arturo Beltrán Leiva, surnommé El Barbas Talobesna, le barbu, l'un des plus anciens alliés de Zambada, qui contrôlait l'état de Morelos et l'aéroport stratégiquement important de Toluca près de Mexico, accusa la direction de Sinaloa de trahison. Le 21 janvier 2008, son jeune frère, Alfredo Beltrán Leiva, fut arrêté à Culiacán avec la participation des forces spéciales mexicaines et des agents de la DEA. Arturo était convaincu que les informations sur la position de son frère avaient été transmises par El Chapo Guzmán, évadé de prison en 2001 après une évasion organisée. Les accusations auraient pu être dirigées également contre El Mayo, mais Beltrán Leiva tourna sa fureur contre le plus public Guzmán, lui déclarant une vendetta sanglante. La guerre entre anciens alliés dépassa en cruauté tout ce que le Mexique avait vu auparavant. Arturo Beltrán Leiva attira de son côté Edgar Valdés Villarreal, dit La Barbie, un Américain d'origine mexicaine, ancien footballeur du Texas, qui au début des années 2000 était devenu l'un des tueurs les plus impitoyables du monde des cartels. La Barbie se spécialisait dans les exécutions spectaculaires,
Ces victimes étaient retrouvées décapitées, avec les cœurs arrachés ou dissoutes dans l'acide. En réponse, Sinaloa utilisa des unités militaires d'élite, officiellement engagées dans la lutte contre la narcomafia. Le 16 décembre 2009, environ 200 marines prirent d'assaut un luxueux appartement dans la ville touristique de Cuernavaca, où se cachait Arturo Beltrán Leiva. Après une fusillade de 2 heures, au cours de laquelle plus de 3000 projectiles furent tirés, le corps du narcotrafiquant de 48 ans fut retrouvé dans l'escalier avec des blessures par balle à la tête et à la poitrine. À côté de lui gisaient 38 fusils d'assaut AK-47 et plus de 60 grenades. Une semaine après, la mère d'Arturo et 4 de ses proches, venus lui dire adieu lors des funérailles, furent tués par des inconnus dans le funérarium, une vengeance que beaucoup attribuent aux hommes d'El Mayo. Ainsi, Ismaël Zambada démontra une fois de plus, la trahison dans son monde n'est punie que par la mort et par la mort de toute la famille du traître. À peine la guerre avec les Beltrán Leiva terminée, une menace apparut à l'horizon qui força tous les cartels mexicains à revoir leur stratégie de survie. Los Zetas, un groupe paramilitaire créé par d'anciens membres des forces spéciales d'élite de l'armée mexicaine, s'était transformé vers la fin des années 2000, passant de l'aile militaire du cartel du Golfe à une organisation indépendante et la plus cruelle de l'histoire de la criminalité liée à la drogue latino-américaine. Leur fondateur, 31 déserteurs de l'unité d'élite Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAF, entraînés par des instructeurs américains et israéliens, apportèrent dans le monde criminel des tactiques d'opérations antiterroristes, une discipline militaire et une cruauté jamais vues auparavant. Si les cartels traditionnels utilisaient la violence comme instrument commercial, pour les États, la violence devint une fin en soi, un moyen d'intimidation totale de la population et des concurrents. Le conflit entre le cartel de Sinaloa et Los Zetas était inévitable. En 2008, les États contrôlaient les États stratégiques de l'Est du Mexique, Tamaulipas, Nuevo Laredo, une part significative de la côte du Golfe du Mexique, et commencèrent leur expansion vers l'ouest dans les zones d'influence de Sinaloa. À l'automne de la même année, la rupture définitive eut lieu entre Los Zetas et le cartel du Golfe, leurs anciens employeurs, ce qui conduisit à une guerre chaotique de tous contre tous dans le nord du Mexique. Ismaël Zambada, qui avait toujours préféré la diplomatie à la confrontation directe, cette fois ne put éviter l'affrontement. Les États ne reconnaissaient pas les anciennes règles, ne respectaient pas les accords territoriaux et tuaient tous ceux qui se mettaient en travers de leur chemin, des concurrents aux journalistes et aux civils. El Mayo prit une décision stratégique, former une alliance temporaire avec les restes du cartel du Golfe et d'autres groupes régionaux pour une lutte conjointe contre l'ennemi commun, ce qui se déroula dans les États mexicains de Tamaulipas, Nuevo León et Coahuila entre 2010 et 2012, les historiens de la narcocriminalité le décrivent comme la période la plus sanglante de l'histoire de la guerre contre la drogue. Le 24 août 2010, dans un ranch abandonné de la commune de San Fernando, dans l'état de Tamaulipas, furent découverts les corps de 72 migrants originaires d'Amérique centrale et du Sud, 58 hommes et 14 femmes. Tous avaient été exécutés à bout portant d'une balle dans la nuque. Le seul survivant, l'équatorien Luis Freddy Lala Pomavilla, blessé au cou, raconta que leur bus avait été arrêté par des hommes en uniforme militaire noir. Les tueurs à gages de Los Zetas offrirent aux migrants de travailler pour le cartel comme passeurs de drogue ou tueurs. Lorsqu'ils refusèrent, ils furent tous abattus. Ce ne fut pas seulement un massacre, ce fut un message aux concurrents et à la société. Les États ne font pas de distinction entre combattants et civils. Mais la véritable ampleur des atrocités se révéla en avril 2011, lorsque sur une série de ranchs dans le même San Fernando, 193 corps furent découverts dans 47 fosses clandestines. Les victimes étaient des passagers de bus interurbains que les États arrêtaient systématiquement sur l'autoroute entre Monterrey et Matamoros. Les hommes étaient forcés de se battre à mort dans des combats de gladiateurs. Les vainqueurs étaient recrutés comme tueurs à gages, les perdants tués. Les femmes étaient violées et vendues comme esclaves sexuelles. Les enfants étaient simplement abattus. Selon les témoignages de membres des États arrêtés, cette pratique avait été autorisée par la direction de l'organisation comme moyen de reconstituer les rangs et de terroriser la population. Les autorités étatiques étaient complètement paralysées. La police soit collaborait avec les États, soit avait peur d'intervenir. Ce n'est qu'après l'intervention de l'armée fédérale qu'il fut possible de commencer l'exhumation des corps. L'apogée de la boucherie sanglante fut l'incendie du casino Royal à Monterrey le 25 août 2011. Vers 3 heures de l'après-midi, 5 hommes armés firent irruption dans l'établissement de jeux bondé, versèrent du kérosène sur les portes d'entrée et mirent le feu au bâtiment. 52 personnes,
dont des femmes et des enfants, moururent asphyxiés par la fumée ou brûlés vives, ne parvenant pas à s'échapper du local en flammes. Parmi les morts se trouvait une femme âgée de 83 ans et un adolescent de 15 ans. L'attaque fut un acte de vengeance. Les propriétaires du casino avaient refusé de payer le derecho de piso, la taxe pour le droit de mener des affaires sur le territoire contrôlé par les États. Ce massacre secoua même le Mexique, habitué à la violence, et força le président Calderón à envoyer des troupes supplémentaires à Monterrey. El Mayo coordonnait les actions de riposte, utilisant une tactique éprouvée. Pas d'affrontement direct, mais une guérilla menée par des cellules locales et des alliés. Selon les renseignements mexicains, entre 2010 et 2012, Sinaloa dépensa environ 200 millions de dollars pour armer des milices locales dans les États de Veracruz, Coahuila et Nuevo León, où elle combattait les États sous le couvert de groupes d'autodéfense. Parallèlement, le cartel continuait à utiliser des militaires corrompus pour des attaques ciblées contre les leaders des États. Le 9 octobre 2012, le chef de Los Zetas Heriberto Lascano, surnommé El Verruga, fut tué par les Marines dans la ville de Progreso, Coahuila. Selon des données non confirmées, les informations sur sa position furent fournies par des agents d'El Mayo infiltrés dans l'entourage de Lascano. La guerre avec les États coûta au Mexique plus de 50 000 vies en 4 ans. Mais Sinaloa tint bon et étendit même ses territoires dans l'est du pays. Tandis que le Mexique saignait dans la guerre avec Los Zetas, au sein du cartel de Sinaloa même, des changements tectoniques commencèrent à se produire, qui allaient altérer pour toujours l'équilibre des pouvoirs au sein de l'organisation. Le 29 juillet 2010, dans une luxueuse villa du complexe résidentiel Liberty, à Zapopan, en périphérie de Guadalajara, fut tué Ignacio Nacho Coronel Villarreal, la troisième personne du triumvirat de leadership de Sinaloa et l'un des plus anciens alliés d'El Mayo. Coronel, âgé de 53 ans, contrôlait la production et le transport de méthamphétamine dans les États de Jalisco, Nayarit et Colima, et son revenu annuel était estimé à plus d'1 milliard de dollars. La version officielle affirmait que Coronel mourut lors d'une fusillade avec des militaires qui menaient un raid sur indication des services secrets américains. Cependant, de nombreux experts estiment que les informations sur la position de Nacho avaient été transmises par ses propres partenaires du cartel. En 2010, au sein de Sinaloa, la tension montait entre la vieille garde, dirigée par El Mayo, et la jeune génération agressive, menée par El Chapo Guzman et ses fils. Coronel adhérait aux anciennes méthodes de conduite des affaires, évitant une violence excessive et la recherche de publicité, ce qui entrait en contradiction avec les nouvelles réalités de l'industrie de la drogue. La mort de Nacho Coronel fit d'Ismael Zambada et de Joaquín Guzman des partenaires à parts égales à la tête du plus grand cartel du Mexique, mais leurs approches des affaires étaient radicalement différentes. El Chapo, dont le surnom signifiait le Courteau, en raison de sa taille d'1,68 m, possédait un charisme et une intrépidité frisant la témérité. Il apparaissait régulièrement en public, accordait des entretiens aux journalistes, ses photographies finissaient dans les tabloïds. En 2009, le magazine Forbes inclut Guzman dans la liste des personnes les plus influentes de la planète au 61e rang, estimant sa fortune à $1 milliard. El Mayo, au contraire, restait un fantôme. Jusqu'en 2010, les services secrets américains n'avaient pas une seule photographie fiable de Zambada. La première image apparut seulement grâce à un transfuge de l'entourage du cartel, qui transmit à la DEA un cliché pris lors d'une fête privée. Sur la photo était représenté un homme petit et mince, d'environ 60 ans, avec des moustaches, un chapeau de cow-boy et une chemise à carreaux. Une personne que l'on aurait facilement pu prendre pour un paysan ordinaire de Sinaloa. Mais la publicité d'El Chapo avait son prix. Le 22 février 2014, après 13 ans de liberté, Joaquín Guzman fut arrêté par les Marines dans la ville touristique de Mazatlan. L'opération fut menée avec la participation d'agents de la DEA et se basa sur des données obtenues par l'interception des conversations téléphoniques de l'entourage le plus proche de Guzman. Le narcotrafiquant de 56 ans fut capturé dans la résidence hôtelière de l'hôtel Miramar sans un seul coup de feu, se cachant dans la salle de bain avec son amante, l'ancienne reine de beauté Emma Coronel. Les autorités mexicaines célébraient le triomphe, les Américains exigeaient l'extradition immédiate, mais Ismael Zambada réagit à l'arrestation de son partenaire avec un calme olympien. Selon les témoignages des informateurs de la DEA, dès le lendemain de l'arrestation d'El Chapo, El Mayo réunit un conseil de chefs régionaux et annonça que les affaires se poursuivraient comme à l'accoutumée. Guzman fut incarcéré à la prison fédérale de haute sécurité d'Altiplano numéro 1 dans l'État de Mexico, la prison la plus surveillée du pays, dotée des systèmes de surveillance les plus modernes. Cependant, le 11 juillet 2015, 16 mois après son arrestation, El Chapo s'évada d'une manière qui est entrée dans l'histoire comme la plus audacieuse du système pénitentiaire mexicain. À 20h,
1952, Guzman disparut de sa cellule par une trappe d'1,50 m de profondeur dans le sol du box de douche qui menait à un tunnel long d'1,5 km, haut d'1,70 m et large de 75 cm, équipé de ventilation, d'éclairage et de rails avec un chariot motorisé. Le tunnel avait été creusé en plusieurs mois, débouchant sur une maison inachevée à l'extérieur de la prison. Selon les experts, la construction coûta au moins 5 millions de dollars et nécessita la participation d'ingénieurs et de mineurs professionnels. Le scandale fut retentissant. 7 hauts fonctionnaires du système pénitentiaire furent arrêtés. Le directeur de la prison Valentin Cárdenas disparut sans laisser de traces. De nombreux experts estiment que l'évasion aurait été impossible sans la participation d'El Mayo, qui possédait les ressources et les contacts pour organiser une opération d'une telle envergure. Cependant, la liberté de Guzman ne dura que 6 mois. Le 8 janvier 2016, après une fusillade dans la ville de Los Mochis, dans l'état de Sinaloa, les Marines capturèrent de nouveau El Chapo. Cette fois, les autorités mexicaines ne voulurent pas prendre de risques. Le 19 janvier 2017, Joaquín Guzmán Loera fut extradé vers les États-Unis où l'attendait la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Ismael Zambada Garcia, à l'âge de 68 ans, devint le leader incontesté du plus grand cartel de la drogue de la planète. Et tandis que les autorités américaines plaçaient une récompense de 15 millions de dollars sur sa tête, El Mayo continuait à vivre dans son état natal de Sinaloa, démontrant chaque jour que le véritable pouvoir n'a pas besoin de publicité. L'extradition d'El Chapo aux États-Unis libéra Ismael Zambada de la nécessité d'équilibrer constamment sa prudence et l'impulsivité de son partenaire, mais en même temps lui posa un nouveau défi. Le marché américain de la drogue connaissait une révolution et le cartel de Sinaloa devait soit s'adapter, soit céder la place à ses concurrents. Vers le milieu des années 2010, la demande de cocaïne aux États-Unis s'était stabilisée à environ 300 à 350 tonnes par an. Le marché de l'héroïne était saturé d'opium afghan et turc et la marijuana était supplantée par la légalisation dans des dizaines d'États. Mais à l'horizon apparut un produit qui allait changer toute l'industrie et rapporter au cartel des profits fabuleux avec des coûts minimaux, le fentanyl, un opioïde synthétique 50 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine. El Mayo, toujours doté d'un flair pour les directions prometteuses, fut l'un des premiers parmi les narcotrafiquants mexicains à évaluer le potentiel des drogues synthétiques. Dès le début des années 2000, lorsque Ignacio Coronel développait la production de méthamphétamine, Zambada comprit le principal avantage des drogues synthétiques, l'absence de dépendance aux cycles agricoles, au climat et à la superficie des plantations. 1 kilogramme de pavot à opium, cultivé dans les montagnes de Sinaloa, après toutes les étapes de transformation, produisait environ 100 grammes d'héroïne. 1 kilogramme de fentanyl pouvait être synthétisé dans un laboratoire clandestin en 48 heures en utilisant des précurseurs d'une valeur d'environ 3 000 $, puis mélangé avec des agents de remplissage, augmentant le volume de 10 à 15 fois. La valeur marchande d'un kilogramme de fentanyl pur atteignait 1,5 million de dollars. La rentabilité était fantastique, plus de 500% de profit net. Le problème consistait à obtenir les précurseurs chimiques nécessaires à la synthèse du fentanyl, le 4-anilino N-phénylpyperidine 4-ANPP et le N-phényl-4-piperidone NPP. La production de ces substances nécessitait de sérieuses connaissances chimiques et des équipements que les cartels mexicains ne possédaient pas. La solution vint de l'Est. En 2015, le cartel de Sinaloa établit des contacts directs avec des entreprises chimiques dans les provinces chinoises du Hubei, du Shandong et du Guangdong, où des centaines d'usines pharmaceutiques légales et semi-légales produisaient des précurseurs pour le marché mondial. Les fournisseurs chinois expédiaient les substances chimiques au Mexique sous forme de solvants industriels et de colorants, utilisant des entreprises fictives et de faux certificats. Selon la DEA, entre 2015 et 2019, le cartel de Sinaloa importa de Chine pas moins de 50 tonnes de précurseurs de fentanyl, ce qui aurait suffi à produire plus de 200 tonnes de drogue finie. Dans les montagnes de Sinaloa, dans des zones difficiles d'accès des communes de Badiraguato et San Ignacio, des dizaines de laboratoires clandestins surgirent, où des chimistes venus du Mexique, d'Argentine et de Colombie synthétisaient du fentanyl et ses analogues carfentanyl, acétylfentanyl, furanifentanyl. Les laboratoires étaient situés dans des ranchs éloignés, masqués en fermes ordinaires, avec des générateurs, des systèmes de ventilation et des gardes de tueurs à gages du cartel. Les autorités étatiques ne tentèrent même pas de mener des raids dans ces zones. La police locale était à la solde d'El Mayo et l'armée fédérale recevait de généreux pots de vin pour ne pas remarquer l'évidence. En 2018, les militaires mexicains menèrent le seul grand raid dans les montagnes de Sinaloa, détruisant un laboratoire aux environs du village d'El Salado. Là,
Furian découvert 50 kg de fentanyl pur, 2 tonnes de précurseurs et des équipements d'une valeur de plus de 2 millions de dollars. Mais ce n'était qu'un des centaines de laboratoires similaires. Les conséquences de l'épidémie de fentanyl pour les États-Unis furent catastrophiques. Si en 2015, 9500 personnes moururent d'overdose d'opioïdes synthétiques en Amérique, en 2017, ce chiffre passa à 28 000 et en 2020, il dépassa les 56 000 décès. Le fentanyl devint une arme de destruction massive. En raison de son extrême puissance, même une erreur microscopique de dosage entraînait une mort instantanée. Les toxicomanes, habitués à l'héroïne, ne pouvaient pas calculer une dose sûre. Les trafiquants mélangeaient le fentanyl avec de la cocaïne, de la méthamphétamine et des pilules contrefaites, vendues comme de l'oxycontine et du Xanax, ce qui entraînait la mort de personnes qui ne soupçonnaient même pas de consommer des opioïdes. Les autorités américaines déclarèrent une épidémie nationale d'opioïdes, mais le flux de fentanyl ne fit qu'augmenter. À cette époque, au sein du cartel de Sinaloa, des changements se produisirent qui faillirent entraîner une scission de l'organisation. Après l'arrestation d'El Chapo, ses fils, Ivan Archibaldo, Jesus Alfredo, Ovidio et Joaquín Guzmán López, connus sous le nom de Los Chapitos, commencèrent à revendiquer l'héritage de leur père. Jeunes, ambitieux et impitoyables, ils contrôlaient une grande partie de la production de fentanyl et de méthamphétamine. Mais leur méthode était en contradiction avec la stratégie d'El Mayo. Cela se manifesta de manière particulièrement évidente le 17 octobre 2019 lors d'un événement que les Mexicains appelèrent Culiacanazo, le jour noir de Culiacan. Ce jour-là, les militaires et la garde nationale tentèrent d'arrêter Ovidio Guzmán à son domicile dans un quartier prestigieux de la capitale de Sinaloa. Mais Los Chapitos répondirent avec une telle force que les autorités furent contraintes de capituler. Des centaines de tueurs à gages du cartel avec des mitrailleuses de gros calibre, des lance-grenades et des véhicules blindés bloquèrent la ville, prirent en otage 8 militaires et ouvrirent le feu sur les quartiers résidentiels. Après un affrontement de 6 heures, le président Andrés Manuel López Obrador donna personnellement l'ordre de libérer Ovidio pour éviter des victimes massives parmi la population civile. El Mayo, selon les témoignages des informateurs, était furieux de cette guerre démonstrative contre l'État. Mais il garda le silence, comprenant qu'un conflit ouvert avec Los Chapitos diviserait le cartel. La tension entre la vieille garde d'El Mayo et les jeunes Los Chapitos grandit pendant plusieurs années, mais personne n'aurait pu imaginer qu'elle se résoudrait de la manière la plus inattendue. Une trahison qui entrerait dans l'histoire de la narcocriminalité comme l'une des opérations les plus cyniques pour éliminer un concurrent. Le 25 juillet 2024, vers 4h15 de l'après-midi, heure locale, un petit avion privé Beechcraft King Air atterrit à l'aéroport Doris Miller d'El Paso, au Texas. À bord se trouvaient 2 passagers, Ismael Zambada Garcia, alors âgé de 76 ans, que les services secrets américains recherchaient depuis plus de 30 ans, et Joaquín Guzmán López, âgé de 37 ans, l'un des fils d'El Chapo. Quelques minutes après l'atterrissage, l'avion fut encerclé par des agents du FBI et de la Homeland Security. El Mayo fut arrêté sans un seul coup de feu pour la première fois en un demi-siècle, menotté. Les circonstances de l'arrestation devinrent l'objet de vives discussions et donnèrent lieu à de nombreuses versions. Selon la version officielle des autorités américaines, Joaquín Guzmán López se rendit volontairement aux États-Unis pour se livrer à la justice et amena avec lui El Mayo comme bonus. Cependant, les avocats de Zambada déclarèrent immédiatement que leur client avait été enlevé contre sa volonté. Selon eux, Guzmán López avait invité El Mayo à une rencontre, vraisemblablement pour discuter d'un conflit entre les 2 factions du cartel et résoudre un différend sur le contrôle des territoires dans le nord de Sinaloa. La rencontre devait avoir lieu dans l'un des ranchs secrets près de Culiacan. Zambada, faisant confiance au fils de son ancien partenaire, arriva sans une escorte sérieuse. Là, il fut vraisemblablement ligoté, on lui administra un sédatif et il fut embarqué de force dans l'avion. Le pilote, embauché par Guzmán López, se dirigea vers le nord, traversa la frontière avec les États-Unis et atterrit à El Paso, où attendaient déjà les agents fédéraux américains. La version des avocats a reçu une confirmation partielle d'une source inattendue. Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré publiquement que les autorités mexicaines n'avaient pas participé à l'opération et n'avaient pas été averties, ce qui a provoqué un scandale diplomatique entre les 2 pays. De plus, le gouverneur de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a affirmé que le jour de l'enlèvement, El Mayo devait le rencontrer, ainsi que le député local Héctor Meléndez pour discuter de questions politiques, mais il ne s'est pas présenté au rendez-vous. Si cela est vrai, cela signifie que même à 76 ans, Ismael Zambada continuait à maintenir des contacts directs avec les plus hauts cercles politiques de Sinaloa. La version de l'enlèvement a également été indirectement confirmée par le fait qu'au moment de l'arrestation, El Mayo présentait des signes de force physique et se trouvait dans un état qui indiquait un transport forcé. L'acte d'accusation présenté par le parquet fédéral du district Est de New
New York comprenait des dizaines de chefs d'accusation, direction d'une organisation criminelle, trafic international de drogue, blanchiment d'argent, usage d'armes à feu dans la commission de crimes et meurtres commandités. Les procureurs ont affirmé que sous la direction de Zambada, le cartel de Sinaloa avait transporté aux États-Unis plus de 200 tonnes de cocaïne, 100 tonnes d'héroïne, 50 tonnes de méthamphétamine et des milliers de kilogrammes de fentanyl pour une valeur totale de plus de 14 milliards de dollars. L'accusation incluait également des meurtres spécifiques, élimination de concurrents, exécution d'informateurs, représailles contre des journalistes. Une attention particulière a été accordée à la période entre 2012 et 2024, lorsqu'El Mayo a de fait dirigé le cartel seul. L'arrestation du légendaire narcotrafiquant déclencha une réaction immédiate et sanglante à Sinaloa. La faction Los Mayos, fidèle à Ismael Zambada et dirigée par son fils Ismael Zambada Siqueiros, surnommé Mayito Flaco, accusa Los Chapitos de trahison et déclara la guerre. De fin juillet à septembre 2024, Culiacán se mua en une zone de guerre. Affrontements armés dans les rues, enlèvements, homicides, voitures brûlées et barrages routiers du cartel dans les rues centrales. Selon des données officielles, en 2 mois de guerre, plus de 200 personnes périrent, y compris des tueurs à gages des 2 factions, des policiers et des victimes occasionnelles. Des milliers de résidents quittèrent la ville, les écoles et universités furent fermées, la vie économique paralysée. Le gouverneur de Sinaloa s'adressa au gouvernement fédéral, demandant l'intervention de l'armée, mais le président López Obrador, adhérant à la stratégie des câlins, pas des balles, refusa longtemps de mener une opération militaire de grande envergure. Les filles d'El Mayo, Ismael Zambada Siqueiros, Mayito Flaco, Serafín Zambada Ortiz et Vicente Zambada Niebla, Vicentillo, prirent en charge la gestion de la faction de leur père, chacun contrôlant des aspects spécifiques du business. Vicente, à vrai dire, se trouve dans une prison américaine depuis 2013 après un accord de plaidoyer, dans le cadre duquel il a témoigné contre des fonctionnaires mexicains et américains corrompus, y compris Genaro Garcia Luna. Ce furent précisément ces témoignages en 2019 qui menèrent à l'arrestation de l'ancien ministre de la Sécurité du Mexique à Dallas. Mayito Flaco, le plus âgé et le plus influent des fils, selon les estimations de la DEA, contrôle environ 40% des opérations du cartel dans les États de Sinaloa, Sonora et Basse-Californie. Los Chapitos ont maintenu le contrôle de la production de fentanyl et de méthamphétamine, ainsi que des principaux passages frontaliers en Arizona et au Nouveau-Mexique. Il n'y a pas eu de répartition formelle des territoires, mais de fait, le cartel de Sinaloa s'est transformé en une fédération de 2 structures semi-autonomes qui coordonnent leurs actions par l'intermédiaire de médiateurs. L'influence économique du cartel de Sinaloa demeure colossale même après l'arrestation de son leader. Selon les estimations des experts de la RAND Corporation, menée en 2024, le cartel contrôle entre 40 et 50% de tout le trafic de drogue entre l'Amérique latine et les États-Unis, ce qui équivaut à un chiffre d'affaires annuel de 3,5 milliards à 4 milliards de dollars rien que sur le marché de gros. La valeur au détail des drogues fournies par Sinaloa atteint 15 à 20 milliards de dollars par an. Le cartel a activement diversifié ses activités, investissant dans des secteurs légaux, immobilier au Mexique, aux États-Unis et au Canada, entreprises minières, secteur agricole, tourisme et même énergie renouvelable. Un réseau de sociétés écrans, enregistré à Panama, au Belize, aux Bahamas et aux îles Caïmans, permet de blanchir des milliards de dollars chaque année en utilisant des stratagèmes complexes impliquant des banques internationales et des bourses de crypto-monnaies. Les liens politiques, tissés par El Mayo en un demi-siècle, ont survécu à son arrestation. La corruption au Mexique a atteint de telles proportions que l'éradiquer est impossible sans une remise à zéro complète de l'appareil d'État. En octobre 2024, l'organisation non gouvernementale mexicaine, Mexicains contre la corruption et l'impunité, a publié une étude selon laquelle pas moins de 15 gouverneurs et anciens gouverneurs des États mexicains avaient des liens directs ou indirects avec le cartel de Sinaloa entre 2006 et 2024. 7 d'entre eux recevaient des paiements réguliers en échange de leur non-ingérence dans les activités du cartel. 3 anciens généraux de l'armée mexicaine, qui occupèrent des postes de commandement dans les districts militaires du Nord, sont sous enquête pour avoir reçu des pots de vin d'organisations de narcotrafiquants. Le procès de Genaro Garcia Luna aux États-Unis a montré à quel point le cartel avait pénétré les plus hauts niveaux de pouvoir. En février 2023, il a été déclaré coupable des 5 chefs d'accusation et en octobre 2023, il a été condamné à 38 ans de réclusion. La transformation du narcotrafic à l'ère de la numérisation a été un autre défi pour le cartel. Mais Sinaloa a également démontré ici sa capacité d'adaptation. Depuis 2020, le cartel utilise activement la messagerie chiffrée de bout en bout, les technologies blockchain pour les transactions financières et le darknet pour trouver de nouveaux clients.
Des drones sont employés pour le transport de petites cargaisons de drogue à travers la frontière, ainsi que pour la reconnaissance et la surveillance des mouvements des forces de l'ordre. En 2023, le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a intercepté plus de 200 drones, qui transportaient au total environ 3 tonnes de fentanyl et de méthamphétamine. Le cartel a également investi dans la production de pilules contrefaites, impossibles à distinguer des médicaments originaux, Oxycontin, Xanax, Adderall, mais contenant des doses létales de fentanyl. Ces pilules sont vendus via les réseaux sociaux et les plateformes du Darknet à des millions d'adolescents et de jeunes adultes américains. En comparant Ismaël Zambada avec d'autres légendaires narcotrafiquants, il devient évident pourquoi c'est lui qui s'est révélé le plus réussi. Pablo Escobar contrôlait 80% du marché mondial de la cocaïne à l'apogée de son pouvoir, mais son empire s'effondra en 2 ans après avoir déclaré la guerre à l'État. El Chapo Guzman s'évada 2 fois audacieusement des prisons et devint une vedette médiatique, mais finit par recevoir la prison à vie. Miguel Ángel Félix Gallardo unit les narcotrafiquants mexicains dans la première fédération, mais passa 36 ans en prison jusqu'à sa mort en 2025. El Mayo, au contraire, fuyait la publicité, ne livrait pas de guerre à l'État, ne construisait pas de zoos et de palais, n'accordait pas d'entretien aux journalistes. Il ne faisait qu'une chose, gagner de l'argent et survivre. Sa stratégie reposait sur 3 piliers fondamentaux. Une corruption totale au lieu de la confrontation, une structure décentralisée en cellules au lieu d'une verticale rigide et une invisibilité absolue au lieu du culte de la personnalité. Ce qui attend le cartel de Sinaloa, sans son principal architecte, c'est une question ouverte. Les optimistes parmi les forces de l'ordre américaines espèrent que l'arrestation d'El Mayo marquera le début de la fin de l'organisation, que les contradictions internes démantèleront le cartel. Les réalistes soulignent qu'en 70 ans de guerre contre la drogue, aucune grande organisation n'a été complètement détruite. À la place de celles qui sont tombées, de nouvelles ont surgi. Le cartel de Sinaloa est trop bien intégré dans l'économie de 2 pays, a trop profondément pénétré les structures de pouvoir, s'adapte trop efficacement aux conditions changeantes. La demande de drogue aux États-Unis ne diminue pas mais augmente. En 2024, plus de 107 000 Américains sont morts d'overdose, battant tous les records. Tant que la demande existera, il y aura aussi l'offre. Tant que des millions d'Américains seront prêts à payer pour le fentanyl, la cocaïne et la méthamphétamine, il existera ceux qui les leur vendront. Ismaël Zambada Garcia El Mayo a passé 76 ans en liberté, dont plus de 50 consacrés au narcotrafic, a gagné des milliards de dollars, a survécu à des dizaines de guerres et des centaines d'opérations des services secrets. Le fantôme a disparu, mais l'ombre qu'il a projetée sur 2 continents demeure. Et cette ombre existera tant que le narcotrafic rapportera des profits supérieurs au PIB de certains États, tant que la corruption restera la norme et non l'exception, tant que des millions de personnes des 2 côtés de la frontière dépendront d'une économie bâtie sur la poudre blanche et les pilules bleues. L'histoire d'El Mayo n'est pas l'histoire d'un seul homme, c'est l'histoire d'un système qui l'a engendré et qui survivra à son arrestation, à son procès et à l'inévitable sentence.